Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonsoir et bienvenue à la tribune du mardi, un rendez-vous qui permet de décrypter l'actualité qui a marqué la semaine. On évoquera notamment la décision du président Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire de ne pas se présenter à l'élection présidentielle. Le thème de cette première partie est Alassane Ouattara est-il rentrer dans l'histoire, comme certains l'ont souligné, et en fin d'émission, nous aurons bien sûr le sujet de la Libye et de la Tunisie, deux pays qui sont liés par l'histoire et qui en ce moment sont en proie à une forte crise. La Tunisie a à nouveau vécu des attentats il y a quelques jours et la Libye continue de s'enliser avec les pourparlers de paix qui n'avancent pas. Pour en parler sur ce plateau, Georges Aboké, bonsoir. Bonsoir Aziz. Et bonsoir à tous. Et nous aurons certainement en ligne d'Abidjan Honora Deyedagne, qui est journaliste. Également en ligne de Paris tout à l'heure, le docteur Sao Ousmane, qui est sociopolitologue, qui va bien entendu nous aider à décrypter la situation en Côte d'Ivoire. Avant toute chose, allons revivre le discours du président Alassane Ouattara devant les parlementaires en congrès il y a quelques jours. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du cadre à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Oui, cette décision est conforme à ce que j'ai toujours dit, à savoir qu'il faut laisser la place à une jeune génération. Oui. Le président Alassane Ouattara précise, Georges Aboké, qu'il faut laisser la place à une jeune génération. Alassane Ouattara, 78 ans, a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle. Est-il rentré dans l'histoire? Parce que c'est aussi, il faut le reconnaître, la marque des grands hommes de se retirer. Je pense que quand on se retrouve dans le contexte africain, eh bien, ça aurait dû ne pas être un événement, ça aurait dû être un événement normal. Pour moi, le président Alassane Dramane Ouattara aurait dû, cette décision, elle est conforme au texte de la Constitution. Moi, j'aurais bien compris et je pense que c'est tout à fait normal. Il a été écrit que nul ne peut être éligible plus d'une fois, rééligible plus d'une fois. Et donc, c'est la Constitution qui le dit et c'est la Constitution qui l'exige. Et je pense que le président Alassane Dramane Ouattara n'a fait que se conformer à la Constitution. Maintenant, quand on se met dans le contexte de l'Afrique, où le troisième mandat devient un grand problème, devient une question difficile qui met aux prises les oppositions et les pouvoirs, un troisième mandat qui devient un grand problème sur le continent, eh bien, je pense que, bon, on peut penser que c'est une décision qui sort un peu de l'ordinaire, mais je pense que la chose la plus normale, c'est de dire que après 2 mandats, je ne peux pas être candidat. Alors nous avons peut-être en ligne, il était en repérage, le docteur Sao Ousmane est en ligne. Alors, le docteur Sao Ousmane est parti. On va peut-être essayer d'avoir Honora Deyedagne.
aura de Yedagne qui va également nous dire comment il perçoit ce retrait du président Alassane Ouattara, qui avait quand même, il faut le souligner, Georges Aboké, entretenu un flou artistique avant de se déterminer. Bon, c'est tout à fait normal. C'est peut-être une stratégie qui a été mise en place, surtout concernant son propre camp, le RHDP, qui manque d'homogénéité. Mais ce manque d'homogénéité, on le retrouve dans pratiquement tous les partis depuis quelque temps en Côte d'Ivoire. Il y manque la cohésion. Et donc, certainement qu'il a mis du temps pour le dire, pour annoncer cette décision, mais vous avez dû entendre, pendant qu'il parlait, une sorte de refus de la part des députés et des sénateurs qui étaient là, puisque une bonne partie, justement, de ces députés et sénateurs sont du RHDP, et ils ont la majorité dans les deux chambres. Eh bien, on a vu comment il y a une sorte de nom qu'on appelle ça, qui a salué, un nom qui a salué la décision du président Alassane Dramane Ouattara. Cela veut dire que eux, ils n'étaient pas d'accord. Et cela veut dire aussi qu'ils ont été surpris. Surpris parce que le président Alassane Dramane Ouattara l'avait dit qu'il donnerait sa réponse, sa décision en juillet. Et nous sommes donc loin du mois de juillet, et puis paf, ça tombe de cette façon. Et donc il y en a qui sont pris de court. On a vu même certains acteurs politiques en pleurs, mais bon, ce sont les réalités de la politique, les réalités de la marche de la démocratie. Et je crois que dans chacune des chapelles politiques en Côte d'Ivoire, plutôt que d'instrumentaliser les sympathisants, il faut leur apprendre ce que c'est que la politique. On peut gagner aujourd'hui, on peut perdre demain. Et puis, il faut être conforme au texte que le pays s'est donné. Il faut former les gens à la citoyenneté. Et nous allons vous proposer, avant de prendre l'un des intervenants en ligne, de suivre la réaction d'Adama Bictogo, porte-parole du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la paix. Aujourd'hui, c'est un jour émotionnel. C'est très dur. C'était dur de voir un homme comme le président Alassane Ouattara s'en aller. C'est une partie de nous-mêmes. Mais en même temps, nous avons le sens du devoir. Il vient aujourd'hui de léguer à la génération qui suit. Il croit en la chaîne de génération. Adama Bictogo qui est intervenu avec un air grave. Alors ça ne fait que confirmer ce que je disais là, tout à l'heure. Il dit c'était dur. En quoi c'est dur, vraiment il faut pouvoir l'expliquer, il faut pouvoir le comprendre. Moi je pense que ça n'a rien de dur, et je continue de dire qu'il faut continuer d'inculquer dans les partis politiques les notions de citoyenneté, de démocratie. L'apprentissage de la démocratie, c'est un périple, mais il faut apprendre à respecter les textes, et je crois que le président Alassane Dramane Ouattara a décidé de respecter les textes, et ça ne devrait pas susciter autant de commentaires difficiles. Ça ne devrait pas amener les uns et les autres à dire, comme on l'a entendu, c'est dur. C'est pas dur, c'est la réalité des choses. Et c'est normal. Docteur Ousmane Sao est en ligne, peut-être? Alors, il n'est pas en ligne, il est en repérage. On va certainement l'avoir. C'est plutôt Martin Bissog qui est en ligne. C'est un journaliste et analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Comment avez-vous interprété la décision du président Alassane Ouattara de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle pour un troisième mandat? C'est un petit pas pour l'humanité, pour
On vous entend très faiblement. De l'Afrique. La connexion n'est peut-être pas bonne. Oui, on vous entend mieux cette fois. On vous entend mieux. L'un des problèmes de l'Afrique aussi, c'est un problème technique et technologique aussi. C'est pas possible qu'on ne puisse pas s'entendre. Donc je dis. Alors nous allons vous reprendre dans un moment parce que là, on rappelle qu'il y a également quelques soucis de communication et de connexion Internet depuis quelques heures au Gabon. Depuis hier notamment, on espère que ça va aller en s'améliorant d'ici à la fin de cette émission. Mais avec vous, Georges Aboké, nous avons vu aussi d'autres réactions. Il y a eu celle de Pascal Affi-N'Guessan qui est président d'une aile du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, qui a plutôt salué cette décision d'Alassane Dramane Ouattara. Je crois que c'est un message très fort. Deuxièmement, parce qu'un certain nombre d'inquiétudes que l'opinion avait par rapport à la modification en ce qui concerne le scrutin présidentiel, en ce qui concerne des restrictions pour éliminer les candidatures, n'ont pas ont été démenties. Donc je crois que c'est un grand message, une belle sortie. Pascal Affi-N'Guessan qui est plutôt admiratif face à cette posture du président Alassane Ouattara. Oui, quand on prend le contexte ivoirien et le contexte africain, où on voit de nombreux présidents en exercice avoir envie de briguer un troisième mandat. Et quand on sait que déjà cette histoire de troisième mandat en Côte d'Ivoire avait commencé à faire des vagues, eh bien le fait d'entendre le président Alassane Dramane Ouattara annoncer qu'il ne sera pas candidat donne une certaine satisfaction à des acteurs politiques comme le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan. Donc il en sort plutôt satisfait. Et je crois que cette décision du président Alassane Dramane Ouattara devrait normalement contribuer à faire baisser quelque peu la pression dans une atmosphère ivoirienne qui était plutôt tendue et qui avançait vers une sorte de crispation. Alors la crispation, elle a été palpable et il y a eu ce conflit, ces mésententes par rapport à la composition de la Commission nationale électorale. Ouais. Finalement, le pouvoir a fini par lâcher du lest. C'est toujours une difficulté concernant l'élection du 31 octobre 2020, la composition de cette CEI. La CEI, ça veut dire Commission électorale indépendante, et donc cela fait débat. La composition fait débat parce que d'un côté, le pouvoir pense qu'il s'est conformé aux exigences de la Cour africaine de justice et des droits des peuples, et puis du côté de l'opposition et d'une partie de la société civile, eh bien, l'on pense que cette commission manque encore d'indépendance et qu'il faut normalement la reconstituer. Alors, est-ce que l'on va tendre vers un consensus? La question est posée. Alors, la commission électorale est quand même en train de travailler. Le président de cette commission électorale était d'ailleurs en campagne médiatique, semble-t-il, à l'extérieur du pays et notamment en Europe pour certainement rassurer les partenaires. Mais il y a peut-être aussi le problème du fichier électoral. Est-ce qu'il est assaini, le fichier électoral? Alors c'est là que l'on parle encore de consensus, c'est-à-dire en plus de la composition de la commission électorale indépendante, l'on parle de fichier, l'on parle de toute l'organisation des élections, le découpage électoral, et tout cela pose un certain nombre de problèmes. Alors est-ce que il y aura suffisamment de temps
pour nettoyer tout cela, pour remettre tout cela en chantier. La question reste posée. Toujours est-il que, bon, la commission électorale indépendante en place a commencé son travail de mettre en place un peu partout, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, eh bien, des commissions locales, des démembrements de la commission électorale indépendante pour faire en sorte que l'enrôlement se fasse et que les gens s'inscrivent pour avoir et leur carte d'identité et leur carte d'électeur. Alors, tout cela constitue de grandes difficultés dans la mesure où on sait que comment on va dire ça? Alors, il n'y a pas suffisamment de centres d'enrôlement et cela provoque des remous ici et là, des mécontentements et même le coût de la carte d'identité qui est 5 000 francs, eh bien, pose problème dans la mesure où certains pensent que ça doit être gratuit et le pouvoir dit qu'il faut payer 5 000 francs. Alors, le docteur Ousmane Sao, vous êtes en ligne? Bonsoir. Oui, bonsoir. Docteur Ousmane Sao, Alassane Dramane Ouattara a fait une déclaration qui a été saluée notamment par Emmanuel Macron dans un tweet, le chef de l'État français, qui a parlé d'une décision qui devrait inspirer les autres leaders du continent. En ce qui vous concerne, comment avez-vous perçu cette posture d'Alassane Dramane Ouattara? Oui, bonsoir. Je dirais que c'est une sage décision de la part d'Alassane Dramane Ouattara. Parce que, comme nous savons tous, la Côte d'Ivoire, tout le monde attendait un peu de voir ce qu'Alassane Ouattara allait dire pour les jours à venir. Donc, Alassane Ouattara vient de dire aux Ivoiriens qu'il ne se représentera pas et qu'il laissera le pouvoir à une immigration. Ce qui est une bonne chose, c'est une très bonne leçon pour nous, Africains, au État africain, pour leur dire que le pouvoir, c'est juste à rendre à la nation. Donc, Ouattara a compris que le peuple ivoirien aussi aspire à autre chose. Peut-être qu'il a bien compris cela. Même s'il veut changer la constitution dans ce sens, le fait qu'ils disent qu'il ne va pas se représenter est une belle chose, est un bon exemple pour les pays voisins qui sont autour de la Côte d'Ivoire. C'est un bon exemple aussi pour la nouvelle génération qui garde espoir, qui va se dire peut-être qu'elle pourra elle aussi espérer gouverner nos pays africains autrement et de voir la situation d'une autre manière. Donc Alassane Ouattara a vraiment montré qu'on peut être président, qu'on peut être sage, qu'on peut être père de la nation, qu'on peut dire les choses telles qu'elles sont, parce que beaucoup de personnes voulaient que Alassane Ouattara puisse déclarer qu'il va se représenter, mais non, parce que quand on fait un peu la situation politique de la Côte d'Ivoire, on va voir qu'il y a Henri Konan Bédié qui récemment s'est rallié, qui était un de ses alliés, actuellement avec Laurent Gbagbo. Et on voit aussi que Guillaume Soro, qui était un de ses véritables alliés, il avait accompagné depuis toujours, et aujourd'hui un peu persona non grata en Côte d'Ivoire, ce qui fait qu'aujourd'hui Alassane Ouattara, en faisant le tour de la situation, a compris que le peuple ivoirien est assez divisé pour qu'il ne se représente pas. Donc il a intérêt à les réunir. Donc un vrai père de la nation, il s'est positionné tel, et aujourd'hui on peut que saluer cette position. Moi, en tant qu'Africain, c'est pas ce que Macron va dire qui m'intéresse quelque part. C'est ce que les Africains eux-mêmes vont dire. On apprécie. C'est une très bonne chose. Il faut l'encourager. Il faut encourager les autres présidents à faire autant. C'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer. Il faut encourager les autres présidents à faire autant, mais je vous invite, Dr Ousmane Sao, à rester en notre compagnie pour suivre cette fois l'intervention de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro, qui a fait une déclaration solennelle dans laquelle il s'est montré sceptique. Mes chers compatriotes, en décidant de réunir le Parlement en congrès, le président de la Côte d'Ivoire a posé le premier acte
incontestablement biaisée d'une réforme de notre Constitution. Je salue, une fois n'est pas coutume, la décision de se conformer enfin aux dispositions de notre loi fondamentale qui lui interdisent formellement de briguer un troisième mandat. On l'aura compris, cette annonce est destinée à séduire l'opinion publique internationale, à obtenir la bienveillante complaisance de celle-ci et surtout à détourner l'attention du peuple des vrais enjeux, à savoir le tripatouillage de notre Constitution pour asseoir le règne d'un clan ad vitam aeternam. Guillaume Kibafouri-Soro, Georges Aboké a parlé de tripatouillage de la Constitution. Avant de revenir à vous, Dr Ousmane Sao, Guillaume Soro a fait une lecture différente, une lecture lucide? Il a fait une lecture différente, mais moi, personnellement, je m'attends à ce qu'il fasse une lecture différente. Parce que Guillaume Soro s'est positionné comme le seul opposant parce qu'il attendait un peu que Alassane Ouattara dise quelque chose. Bon, il est lui-même surpris parce qu'il croyait qu'Alassane Ouattara allait faire un troisième mandat. Non. Maintenant, il va chercher quelque part, bon, c'est une analyse personnelle, hein, il va chercher quelque part, comme on dit, la peine qui se cache, doit se cacher quelque part en disant que oui, c'est du tripatouillage. On peut l'appeler ainsi, je ne suis pas ivoirien pour déterminer réellement le contenu de la constitution ivoirienne, mais quelque part, ce qui importe, c'est que Alassane Ouattara a laissé la porte ouverte en disant qu'il ne se représente pas. Après le fond du sujet, peut-être qu'il faut le revoir autrement, mais ce qu'il faut s'allier, c'est surtout cette position claire, parce que lui-même, Guillaume Soro l'a dit, a tout de suite précipité sur la déclaration d'Alassane Ouattara, et tout en homme averti, parce que qui connaît Guillaume Soro, c'est que c'est un politicien très, très averti, qui a une fine analyse de la situation ivoirienne. Peut-être qu'il a ses raisons pour le dire, mais aujourd'hui il se positionne comme un opposant, qui s'est opposé depuis un moment contre... Alors on a un souci de liaison téléphonique. Nous allons vous reprendre le temps que la ligne s'améliore. Georges Aboké, on continue. Guillaume Soro. Alors moi, dans le premier temps, il faut prendre, disons, prenons les choses une à une. D'abord, la décision de ne pas se présenter, je pense que c'est une bonne décision. C'est une décision qui est conforme au texte, conforme à la loi. Et c'est une décision qui devrait inspirer tous les autres dirigeants africains. Ils devraient ne pas tenter de briguer un troisième mandat parce que cela commence à faire désordre sur le continent. On voit ce qui se passe en Guinée, on a vu ce qui se passe dans certains autres pays. Et avant le président Alassane Ouattara, on avait eu la déclaration du président du Niger qui a dit que non, lui ne briguerait pas un troisième mandat. Donc ça, c'est la sagesse. Maintenant, à la suite, dans la foulée de cette déclaration, et c'est là que Guillaume Soro intervient pour dire qu'il y a anguille sous roche, il parle d'une tentative de confisquer le pouvoir. Alors, ils sont nombreux au niveau de l'opposition à ne pas être d'accord qu'ils acceptent la décision du président Alassane Ouattara, mais ils rejettent cette volonté de comment on va dire ça, de manœuvrer et d'insérer dans la constitution ivoirienne des modifications. J'ai lu la déclaration de l'opposition qui dit qui dit au président Ouattara, laissez le soin au prochain président de la République de procéder à des changements au niveau de la Constitution si le besoin se fait sentir, mais vous avez décidé de partir, partez de façon élégante. Et c'est là que Soro Guillaume pense que vouloir changer des dispositions de la Constitution, eh bien, c'est vouloir confisquer le pouvoir. Au moins pour le camp du président Alassane Ouattara, on sait que son candidat est tout désigné, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mais le problème, c'est que
dans les propositions de changement, là aussi j'ai regardé la proposition de texte, eh bien dans les propositions, on insiste sur le poste de vice-président. Pourquoi insiste-t-on sur le poste de vice-président? Dans la disposition actuelle de la Constitution, le vice-président, normalement, doit être élu dans une coliste avec le président de la République. Et dans les propositions de changement, il est question que le vice-président de la République soit nommé par le président de la République, bien sûr, en ayant l'accord de l'Assemblée nationale. Tout ça fait que ce n'est pas très clair, surtout que nombreux sont nos Ivoiriens qui pensent que le poste de vice-président est un poste plutôt honorifique, un poste qui aurait dû ne pas avoir autant d'importance, mais là, on commence à être soupçonneux parce qu'on pense qu'il y a derrière cela une envie de placer un scénario à la russe. À la Poutine, Medvedev, aujourd'hui c'est vous qui êtes le président, moi je suis le vice-président, et demain je redeviens le président et vous le vice-président. Je pense que si c'est vers ce scénario que l'on veut tendre, eh bien, on n'aura pas fait de pas en avant, on aura encore compliqué les choses, alors qu'aujourd'hui, vous savez, la Côte d'Ivoire est en crise depuis plus de 20 ans, et il se trouve de nombreux citoyens qui ont envie que cette page de la crise soit tournée et que l'on retrouve une société ivoirienne qui fonctionne dans la cohésion, mais malheureusement, eh bien, au niveau des politiques, on n'est jamais sorti de l'auberge, surtout que tous ces hommes politiques se connaissent. À certaines périodes, ils ont été ensemble, dans le même camp. Donc, ils savent de quoi chacun est capable. Et voilà, ça crée du désordre, alors que cette élection qui va avoir lieu le 31 octobre 2020 devrait être l'élection qui permettrait à la Côte d'Ivoire de tourner définitivement la page de la crise. Malheureusement, il semble que ce ne soit pas encore le cas. En tout cas, on le souhaite vivement. Il y a peut-être qu'on aura dans un court instant le docteur Ousmane Sao ou bien Honoré de Yedagne, Honora de Yedagne en Côte d'Ivoire, qui est journaliste. On précise également que nous avons essayé de rentrer en contact avec Adama Bictogo, porte-parole du RHDP, pour prendre part à cette émission sans succès. On espère que nous aurons à une autre occasion. Guillaume Soro a été, lorsqu'on suit sa communication, on a le sentiment qu'il dispose de suffisamment d'informations pour être très soupçonneux à l'endroit du président Ouattara. Si tant est que la posture du président Ouattara cache une manœuvre pour justement continuer d'avoir la main sur l'appareil d'État, est-ce que ça ne va pas, docteur Ousmane Sao? Je ne sais pas si vous avez très bien suivi la question. Si Alassane Ouattara usait de subterfuges pour continuer à se maintenir d'une manière ou d'une autre dans l'appareil d'État, est-ce que ça ne contribuerait pas à renforcer la crise en Côte d'Ivoire? Ousmane Sao, bien, on vous reprend. C'est vrai qu'on a de grosses difficultés de liaison téléphonique en raison, nous l'avons indiqué en début d'émission, d'une panne d'Internet qui n'est pas totalement résolue pour l'instant du côté de Libreville. Et nous nous excusons pour le désagrément, nous nous excusons pour l'opérateur qui lui ne s'est pas excusé, en tout cas pas sur notre antenne. Georges Aboké, la Côte d'Ivoire est actuellement on va dire, dans une phase
crucial. Oui, c'est un virage. Dans un virage, c'est un virage qu'il va falloir prendre avec précaution. Voilà, absolument, c'est ce qu'il faut faire. Et je crois que si Guillaume Soro déjà allume la lanterne rouge, c'est qu'il pourrait avoir des difficultés. Mais il faut regarder aussi, il est dans son rôle d'opposant. Guillaume Soro, qui était l'un des partenaires du président Alassane Dramane Ouattara, ils ont dû se séparer parce que certainement Guillaume Soro s'attendait à être désigné comme dauphin. C'est la même chose pour le PDCU du président Henri Konan Bédié. Le président Henri Konan Bédié s'attendait à ce que le président Alassane Dramane Ouattara lui fasse la passe. Et donc, ces deux passes, il n'y a eu aucune passe ni à Guillaume Soro ni à Henri Konan Bédié. Et donc, cela a provoqué une sorte de dislocation de l'ensemble des partis qui étaient au pouvoir. Et donc, le président Alassane Ouattara se retrouve, j'allais dire, avec son ancien parti et quelques éléments des autres des partis, j'allais dire, satellites. Alors, est-ce que il y aura, en tout cas, selon beaucoup d'observateurs, il serait bon que tous ces acteurs politiques qui se connaissent très bien, qui ont pratiqué le pouvoir déjà d'une façon ou d'une autre, il serait bon qu'ils se retrouvent pour aller à un consensus. Je crois que le consensus, c'est la meilleure formule pour éviter tous les écueils que l'on a dans cette élection, qui ne va pas être facile déjà quand on regarde les difficultés qu'il faut surmonter juste pour obtenir sa carte d'identité et sa carte d'électeur. Des difficultés qui sont à surmonter, mais qui ne sont certainement pas insurmontables, puisqu'ils y travaillent. Alors, nous avons Honora de Yedagne. Bonsoir. Bonsoir, cher Dan. Je rappelle que vous êtes journaliste et en ligne d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir rejoints. Le président Ouattara est soupçonné par certains, comme Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, d'essayer d'user de subterfuge pour continuer d'avoir la main sur l'appareil d'État. Est-ce que vous partagez cette lecture ? Mon avis est très simple. Mon avis est très simple. Je partage cet avis et c'est l'argent que Ouattara même. Lorsqu'on prend le pouvoir, lorsqu'on gère le pays de façon on travaille au plan à la fin de l'effet boomerang. C'est-à-dire, on est exact, on est posé, on est à assumer. Et donc, nécessairement, on compte cet effet boomerang. Et c'est de mettre à la tête de l'État. Donc, on peut contrôler. Donc, la logique qui préside du président Ouattara. Alors, nous allons reprendre Honora de Yedagne le temps que la ligne s'améliore, que la qualité de la liaison téléphonique s'améliore, mais on a retenu quand même pour son propos introductif que lorsqu'on est un homme d'État, eh bien on doit pouvoir avoir une posture honorable, justement une posture qui garantisse l'intérêt supérieur du pays. Peut-être qu'en essayant de proposer et de faire accepter cette modification constitutionnelle, ça aiderait, pourquoi pas, à équilibrer
le fonctionnement de l'État. Alors, quel est le problème que l'on veut régler? En réalité, c'est ça, c'est cette question que tout le monde doit se poser. Quel est le problème que l'on veut absolument régler avant cette élection? Est-ce que ce problème est si important qu'on doive le régler avant cette élection? Moi, je continue de dire, comme beaucoup d'autres, non. Et c'est là qu'il y a de la suspicion. Ce qui aurait été intéressant, c'est, comme le disent certains, aller aux élections et puis le président élu, il prend la décision d'apporter les modifications. Et moi, je voudrais continuer d'interpeller les acteurs politiques. Aujourd'hui, tous pratiquement se réclament du président, du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Il a dit deux choses importantes qui ne sont pas du tout mises en application par les acteurs politiques ivoiriens. Il a dit le dialogue, c'est l'arme des forts. Il a aussi dit que la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Alors, quand on regarde l'impossibilité pour la classe politique ivoirienne de se retrouver dans un consensus à partir d'un dialogue, on se demande en quoi tous ces acteurs-là se réclament de l'oufouettisme s'ils ne sont incapables de s'asseoir pour dialoguer. Il est dit également, comme je le disais, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. On sait ce qu'on a vécu dans ce pays pendant de nombreuses années. Alors il est temps peut-être, je crois, de libérer les citoyens de ce pays et faire en sorte que la paix enfin règne. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le tissu social est continuellement en train d'être déchiqueté et ce n'est pas bon signe pour les mois à venir, surtout pour cette élection qui arrive. Et le président Alassane Dramane Ouattara l'a dit quand même, il a dit « Soyez sûrs, les choses vont se passer correctement ». Bon, en entendant cela, on regarde comment la progression se fait et la progression, pour le moment, va dans tous les sens, sauf dans le bon. Ça va dans tous les sens, sauf dans le bon. On essaie de reprendre Honora de Hédagne à Abidjan. Honora de Hédagne. Alors, Honora de Hédagne reviendra peut-être. On rappelle que nous avons quelques difficultés avec notre liaison téléphonique et on espère que ça va s'arranger. Le président Ouattara a fait le bilan également de son action à la tête de l'État pendant les 10 ans de son règne. C'est un bilan élogieux? Bon, tout dépend de la façon dont on regarde ce bilan, tout dépend de ce que l'on a comme préoccupation. Du point de vue économique, la Côte d'Ivoire est citée parmi les meilleurs en Afrique, les bons élèves en matière d'économie, et je pense que ça, c'est à l'avantage du président Alassane Dramane Ouattara. La ville d'Abidjan et une bonne partie du pays ont changé et je pense que ça aussi c'est à son avantage, changer parce que bon, il y a un peu plus d'infrastructures routières, un peu plus d'organisation dans l'économie. Maintenant, est-ce que cela comment cela est-il apprécié par les Ivoiriens? Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent tout ça en balance et ils se disent que bon, c'est bien, il y a eu des avancées, malheureusement, la société ivoirienne reste avec des éléments qui se regardent en chien de faïence, alors que, bon, le président Alassane Dramane Ouattara, il avait la possibilité de tourner, encore une fois, de faire en sorte que la crise dont on parle tant soit tournée et qu'elle devienne un vieux souvenir. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Donc, ça fait que dans son bilan, il y a les éléments économiques qui sont au vert, mais la cohésion continue, la cohésion sociale continue de rester au rouge. La cohésion sociale est toujours, pour l'instant, pas complètement rétablie, même s'il y a des tentatives. Mais en ce qui concerne le redémarrage économique du pays,
ça devrait aussi contribuer à la cohésion sociale. Malheureusement, non. Les populations ivoiriennes attendent encore. Et c'est un peu le cas pour de nombreux pays où la croissance économique est forte. L'on attend que cette croissance économique continue d'année en année afin que bien, les résultats soient perceptibles par les populations. Je crois que les citoyens ivoiriens, un peu comme ceux du Sénégal, un peu comme ceux du Ghana, eh bien, ils attendent que les retombées justement de cette forte croissance économique, eh bien, on les ressente, comme on dit, dans le panier de la ménagère, dans le coût de l'électricité, dans le coût de la santé, dans les éléments de base de la vie sociale. Ça pose le sempiternel problème de ces croissances à 2 ou 3 chiffres qui ne se répercutent pas dans... Mais il ne faut pas qu'on oublie que c'est une comment on va dire ça, c'est une démarche, c'est une progression. Donc, ce n'est pas encore achevé. Ces économies sont en plein essor, mais il faut dire que ce sont des étapes qu'elles sont en train de franchir après des périodes difficiles. Et donc, ces étapes-là sont en train d'être franchies. Et bon, on espère qu'il va arriver l'étape où, eh bien, les populations, comme on dit, vont ressentir effectivement les effets de la croissance économique. En tout cas, sur ce plan, c'est un bon point pour le président Alassane Dramane Ouattara qui a quand même, il faut le dire aussi, bénéficié de certaines dispositions. De faciliter le crédit. Voilà, en tant qu'ancien du FMI, il faut dire aussi que le président Gbagbo lui a laissé, je crois, en matière de comment on va dire ça, de PPTE, voilà, pays pauvres très endettés, eh bien, un certain nombre de facilités, mais n'empêche que, bon, avec son statut d'ancien banquier, eh bien, les choses sont parties dans le bon sens. Maintenant, il faut que les Ivoiriens sachent apprécier ce qui s'est passé et ils ne pourront le faire que s'ils se ressentent dans un même creuset, le creuset de la Côte d'Ivoire. Pour le moment, c'est pas encore une cohésion solide. Il y a encore beaucoup de déchirures et bon, on espère que les choses vont s'améliorer. On va évoquer pour la suite, en quelques minutes, les potentiels successeurs ou bien candidats à la succession d'Alassane Ouattara dans son camp. Beaucoup parlent du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On a également d'autres qui présentent chacun bien qui incitent certains au cadre du parti à se porter candidat ou à sortir du bois. Alors dans chaque camp, les choses ne sont pas encore bien définies, sauf peut-être dans celui du président Alassane Dramane Ouattara. Son dauphin pressenti, c'est Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre actuel, mais dans le camp du RHDP, il y a des velléités, puisque c'est un rassemblement de partis politiques, certains responsables de partis politiques appartenant à ce groupement de partis ont décidé, en tout cas semblent avoir décidé de se présenter, notamment M. Mabri, Dr Mabri Touakeus, qui est membre, président d'un parti qui appartient au gouvernement. D'un parti membre du RHDP. Voilà, et qui aurait envie de se présenter. Et même dans le parti du président Alassane Dramane Ouattara, il y a le ministre des Affaires étrangères, c'est avec insistance qu'on l'entend, eh bien, qui aurait décidé d'être lui aussi candidat. Et ce n'est pas fini. La liste au sein du RHDP n'est pas bouclée. On entend ici et là des sons de cloche. Eh bien, attendons les jours qui arrivent pour voir ce qui va effectivement se passer. Donc, ce qui veut dire que la décision du président Alassane Dramane Ouattara ouvre la porte à de nombreuses candidatures à l'intérieur même de son parti. Maintenant, de l'autre côté, au niveau du PDCI, tout le monde attend que la convention du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le parti du président Bédié, l'on attend que sa convention se fasse, mais là aussi, c'est avec insistance que l'on entend que le président Henri Konan Bédié va être le candidat de son parti, ce qui déplaît à beaucoup, à commencer par le président Alassane Ouattara, qui dit que lui, il souhaite que l'on passe le
flambeau à une jeune génération. Est-ce que Alassane Ouattara avait dans sa démarche pour projet ou bien pour plan secret d'empêcher la candidature de... Voilà, il peut le dire, il peut souhaiter que ce soit des jeunes générations qui succèdent à lui, mais il n'a pas à l'imposer à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, je pense que les citoyens sont assez grands pour faire leur choix. C'est peut-être son souhait. Maintenant, bon, il faut laisser le choix aux Ivoiriens de décider. Et puis de l'autre côté, du côté du FPI, le Front populaire ivoirien, est-ce que les deux morceaux se sont bien recollés? La question reste posée. Qui va être candidat dans ce parti-là? Le président Laurent Gbagbo, il est encore sous le contrôle de la CPI, la Cour pénale internationale. Le président Pascal Affi-N'Guessan, tout est clair. On pense que, en tout cas, il a dit que si le président Gbagbo n'est pas candidat, lui le sera. Et donc, les semaines qui arrivent vont permettre de voir clair dans les candidatures que l'on aura. Les deux hommes se sont rencontrés. Il y a eu un communiqué final qui a... Justement, pas de communiqué. Pas de communiqué, donc oui, tout est resté... Tout le monde sait qu'ils se sont rencontrés. Qu'est-ce qui transparaît de cela? En tout cas... pour l'instant, on n'en sait rien. C'est un point d'interrogation. Mais écoutez, nous allons avoir l'occasion de refaire ce débat qui est loin d'être fini. On aurait bien aimé avoir en ligne Honora Deyedagne, qui est journaliste et qui était en ligne d'Abidjan, mais la liaison téléphonique n'a pas permis bien sûr ces échanges. On a tout de même retenu qu'il a partagé les inquiétudes de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori-Soro, au sujet du retrait du président Alassane Ouattara. Maintenant, pour la boucle, pour finir, nous allons justement nous pencher sur le casse-tête en Libye et en Tunisie, deux pays liés, deux pays frontaliers qui se retrouvent en grande difficulté. D'abord la Libye, parce que le processus de paix est toujours en panne. Il y a eu la démission de l'envoyé spécial de l'ONU dans la région, Hassan Salamé, qui a jeté l'éponge après avoir depuis longtemps essuyé pas mal de choses trappes. On a également, en ce qui concerne la Tunisie, les difficultés qu'il y a eu à former le nouveau gouvernement. Mais d'abord, la Libye et ce flou, le soutien qui est accordé au maréchal Haftar par les puissances occidentales. Le maréchal Haftar a d'ailleurs été reçu ce lundi à l'Élysée. On ne sait pas bien pourquoi. Est-ce que la difficulté aussi avec la Turquie qui a pris position dans ce conflit ne va pas aggraver ou bien n'aggrave pas la situation? On voit qu'il y a un ensemble de forces qui se retrouvent en Libye. C'est devenu une sorte de terrain d'affrontement des puissances d'abord occidentales. Voilà, d'anciens dirigeants comme Nicolas Sarkozy devraient pouvoir répondre à un certain nombre d'actions qu'ils ont posées concernant la Libye. Toujours est-il que la Libye se retrouve dans cette situation complètement difficile, c'est la guerre civile. Est-ce que c'est ce que les Occidentaux souhaitaient? En tout cas, tout est parti de ces attaques de l'OTAN. En tout cas, comment le président de l'époque, le président français de l'époque, Nicolas Sarkozy, a décidé de faire en sorte que le pouvoir qui était dans les mains du président Kadhafi change de main, et cela a créé la situation que l'on connaît. Maintenant, est-ce que l'ONU, est-ce que les Occidentaux, l'UA, l'Union africaine, est-ce que toutes ces instances-là sont en train d'œuvrer pour que l'on atteigne la paix, une normalisation de la situation? La question est posée.
je doute fort que toutes les actions aillent dans ce sens-là, surtout que la Libye, bon, tout le monde le sait, c'est le pétrole qui est en jeu. Et pendant que les Libyens sont en train de s'entretuer, eh bien, les Occidentaux continuent de pomper le pétrole. Et c'est bien dommage. Je pense que c'est tout cela qui fait perdurer justement le conflit en Libye. Et il y a le maréchal Haftar qui a scellé une alliance avec la Syrie. La Syrie qui est opposée à la Turquie dans un conflit interminable. Ça devient très compliqué. On a la Syrie qui est présente. Finalement, comment arriver à résoudre cette crise sans, on l'a souvent répété, la forte implication de l'Union africaine. Et ça va être difficile. Est-ce que l'Union africaine a suffisamment de force pour faire entendre sa voix? Ce n'est pas très évident. Est-ce que l'ONU peut le faire? L'ONU qui est des fois dépassée par les puissances occidentales, là aussi ce n'est pas très évident. Et la grande crainte, c'est que ce conflit se perpétue, en tout cas continue, alors que, bon, l'on devrait faire en sorte qu'il s'arrête. Mais encore une fois, l'enjeu, c'est qui va contrôler le pétrole libyen. Et malheureusement, c'est ça qui déchire, ce pays. Et peut-être que si l'ONU associée à l'Union africaine se retrouve avec certainement l'appui de certains pays occidentaux, peut-être, je dis bien peut-être, mais là encore, ce n'est pas du tout très évident. Ce n'est pas très évident et c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a le gouvernement de Fayez el-Sarraj reconnu par la communauté internationale et l'ONU qui a du mal parce qu'en face il y a le maréchal Haftar qui continue d'avancer sur Tripoli et qui a la maîtrise du croissant pétrolier. Dans ces conditions, il y a très peu de chances que le cessez-le-feu soit respecté. Voilà, et il faut craindre que la situation libyenne ressemble à celle de la Somalie. La Somalie où les institutions sont pratiquement totalement liquéfiées, mais où là encore on vient signer des contrats d'exploitation du pétrole et on s'accommode justement de cela et c'est ce qu'il faut craindre concernant la Libye. Et on profite du chaos pour s'en sortir. Et on a, à propos de la Tunisie, les difficultés qu'il y a eu pour la formation du nouveau gouvernement et depuis quelques jours, le retour des attentats terroristes. Alors la Tunisie est en pleine, j'allais dire, digestion de sa démocratie. La Tunisie qui est en train de se débattre pour devenir une démocratie bien fréquentable, mais ce n'est pas toujours très évident. Il y a encore des fossés qui ont été laissés par les pouvoirs précédents. Mais on peut dire que les élections qui ont déjà eu lieu depuis ce fameux printemps arabe, eh bien, ont permis de pratiquer la démocratie et ce n'est pas fini. C'est un processus qui est engagé. Et les forces politiques en présence se battent dans le bon sens pour faire en sorte que eh bien, la Tunisie devienne un pays démocratique réellement. Malheureusement, il y a encore à côté toutes ces difficultés au plan sécuritaire et c'est d'autant plus inquiétant que la Tunisie vit des recettes du tourisme. La Tunisie est un pays fortement engagé dans le tourisme. On sait qu'il y a beaucoup d'installations qui attirent beaucoup de monde. C'est vrai qu'il y a le coronavirus d'un côté, mais si en plus de ça, on ajoute les attentats, eh bien, les recettes vont se rétrécir comme peau de chagrin et ce serait très malheureux pour ce pays. C'est la Tunisie qui est là aussi en train de se débattre pour se remettre sur
le chemin du développement, un pays qui est en grande difficulté. On le rappelle depuis la chute de Ben Ali, décédé dernièrement en Arabie Saoudite. On est arrivé au terme de ce rendez-vous, de ce numéro de la Tribune du mardi, qu'on aurait aimé poursuivre en compagnie de nos deux invités au téléphone, notamment Dr Ousmane Sao et Honora de Yedagne, journaliste ivoirien. Ousmane Sao a été dans la première partie en ligne de Paris où il se trouve, et Honora de Yedagne n'a pas pu, bien entendu, poursuivre la communication parce que la ligne n'était pas bonne. On le regrette et on espère le retrouver très bientôt. Georges Aboké, pour conclure, on va espérer que le président Ouattara, pour en revenir à la Côte d'Ivoire, eh bien, continue sur sa lancée. Ben, pour la Côte d'Ivoire, moi, je fais appel à ce que le président, le père de la nation, comme on dit, en Côte d'Ivoire, a laissé comme héritage, comme pensée, et comme presque tous se réclament de fouet. Il y a le PDCI, qui est le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui a été créé par le président Houphouët-Boigny. Il y a le RHDP, qui est le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Eh bien, il est temps de mettre en application ce que le sage, comme on dit, a dit. Le dialogue, c'est l'arme des forts. Et puis, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Je pense que les acteurs politiques ivoiriens devraient s'approprier ces pensées du président Houphouët-Boigny et puis faire en sorte que la paix, la cohésion sociale regagne enfin ce pays. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Je crois que c'est une sagesse qui est partagée par de nombreuses organisations et de nombreuses personnalités à travers le monde. Sagesse attribuée bien sûr au père de l'indépendance, au père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny. Merci de nous avoir suivis et bien sûr de rester fidèle au programme de la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Très bonne suite de programme.